Aujourd'hui, on a le grand honneur d'accueillir Gilles Boeuf. Gilles, parmi tant d'autres choses, tu es biologiste marin de formation. Tu as été président de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Tu es professeur à l'Université Paris 6, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Tu as également été président du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité maintenant. Voilà, et tu as été également le premier président du CEBIOS pour notre plus grand honneur. Et, membre fondateur. Membre fondateur également. Voilà, donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'une gestion de crise beaucoup plus globale qui est celle de la crise d'extinction de la biodiversité qu'on est en train de vivre et comment éventuellement peut-on agir pour rendre cette relation qu'on a avec la biodiversité plus résiliente et comment repenser nos modes d'organisation. Je vais te laisser la parole. Bonjour à tous, et merci de m'avoir invité. Évidemment, je suis ravi d'être avec vous, évidemment, quand on parle CEBIOS et puis toutes nos aventures communes que vous évoquez à l'instant, notre démarrage avec Kalina il y a quelques années maintenant, notre rencontre au muséum lors d'un colloque qui a eu lieu en décembre, c'était en décembre 2011, où effectivement on relançait tous ces débats, ces questions avec le CGDD, le Commissaire général au développement durable. Et puis on partait, hein. Vraiment c'était le moment où on pouvait se lancer sur ces questions-là parce qu'on constatait qu'en France, malheureusement, on était un petit peu en retard. Alors beaucoup de gens faisaient du biomimétisme sans s'en apercevoir, hein, c'était comme M. Jourdain, mais il n'y avait aucune organisation. Ils se connaissaient plus ou moins entre eux, même pas tous, hein. Chacun faisait ses trucs dans son coin. Des gens toujours avec nous aujourd'hui, hein, nos amis du collège, Jérôme, plein de gens qui étaient vraiment là depuis le début. Et puis on est parti. Alors au début c'était compliqué et puis ça a grandi, puis maintenant avec ces recrutements, je vois toutes ces jeunes filles là qui sont autour de nous aujourd'hui, toutes passionnées, super pertinentes et compétentes. On ne peut que avancer très bien sous la houlette de notre amie Kalina. Alors s'inspirer de la vie, je vais revenir à un topo que j'avais déjà fait pour le CEBIOS, c'est pas le même, hein, mais je m'en inspire quand même pas mal, puisque je vais remettre ça dans un contexte. C'est celui que j'ai fait à l'Hôtel de Ville avec Alain Renaudin l'an dernier, c'était au mois de septembre 2019. On se retrouvera bien sûr à Biomimexpo en fin d'année 2020 si on peut se rencontrer, ce que je ne sais toujours pas. Donc quelques images simplement sur des images de vie. J'ai mis un moustique, je vous ai mis une libellule, c'est ma chouchoute, vous savez très bien. Je vous ai mis une maquette de Vinci. Vinci n'a jamais rien fait voler. Par contre, il avait vraiment en tête ce qui pourrait nous faire voler. Et puis, on parlait des marinas tout à l'heure, je vous ai mis une belle image d'une arénicole bretonne, hein, un buzuc, comme on l'appelle à Roscoff. Donc, la réflexion, c'est comment s'inspirer du vivant pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On va passer à la suivante. Alors, première remarque, en fait, moi, je travaille beaucoup depuis pas mal de temps maintenant sur la coévolution entre la biodiversité et l'humanité, le vivant. Et aujourd'hui, cette crise que l'on vit, on va en parler un petit peu, bien sûr, elle est totalement en relation avec ceci, puisque c'est le non-respect de ce vivant non humain qui nous amène à la situation actuelle. Donc une image de forêt tropicale amazonienne, ici on est en France, en Guyane, 30 000 espèces au kilomètre carré, c'est absolument fantastique. Alors combien d'espèces on connaît en France? J'ai présidé 7 ans la Grande Maison Muséum, tout à l'heure Juliette l'évoquait, on connaît un peu moins de 100 000 espèces, on est à 97 000 et des poussières, donc 100 000 espèces dans l'Hexagone, hein. Et moins que ça, 80 000 en Outre-mer, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas bien l'Outre-mer, évidemment, il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est un fait, hein. On regarde ce qui se passe. La vraie question, c'est combien il y en a réellement, c'est la vraie question. Alors, on dit aujourd'hui 1,4 million d'espèces connues sur la Terre, pardon, 2,4 millions d'espèces connues sur la Terre, j'ai des bêtises, et peut-être 20 millions. Donc, la première remarque que je ferai, c'est sur cette biodiversité. Si on la traduit à travers un nombre d'espèces, ce n'est pas suffisant, on le verra, mais c'est une façon comptable de le faire. En gros, peut-être 20 millions d'espèces, on en connaît un peu plus de 2 millions, donc 20 moins 2, ça fait 18 millions. Et je regarde combien on en décrit depuis une vingtaine d'années, ça ne change pas, hein. On est entre 16 000 et 18 000 nouvelles espèces décrites par an. En France, 100 espèces chaque année trouvées. Et en Europe, 700. Hein, donc, ce n'est pas zéro, hein.
Et bien simplement, il nous faut 1000 ans, 1000 ans au rythme actuel pour décrire le nombre d'espèces qui sont avec nous sur la Terre. Et on sait dans quelques dizaines d'années, on en aura perdu la moitié si on continue comme ça. Donc là, il y a vraiment péril à la demeure, il faut qu'on travaille là-dessus, ce qui nous amène à être intranquilles. L'équivalent marin, vous l'avez ici, c'est le récif corallien, toujours en France, en Nouvelle-Calédonie. Là, vous avez 5 à 7 000 espèces vivantes au kilomètre carré. 600 espèces de poissons, beaucoup plus qu'en France, sur 1 kilomètre de côté de récif corallien. Donc le corail est fondamental puisqu'évidemment, il a un peu le rôle de la forêt tropicale. Dans l'océan, c'est une zone où sur une petite surface, vous avez un maximum d'espèces. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan et c'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Alors sur la suivante, une ville. Je vous ai mis Shanghai. Pourquoi Shanghai? D'abord, on parle beaucoup de la Chine en ce moment. C'est la moitié des Français. Voilà, une ville où vivent là la moitié des Français, dans la même ville. Donc vous imaginez les impacts sur l'environnement quand on dit ouais, on ne sait pas, est-ce que l'humain est si impactant? Voilà, ce qu'on a fait des forêts tropicales et du récif corallien. On a fait des villes, entre autres. Et sur la suivante, les causes de l'intranquillité, elles sont là sur 2 graphes. Donc 1860 à aujourd'hui. En haut, je vous ai mis la température de la surface de l'océan. Même chose pour la température de l'air. En gros, on a 1,5 degré depuis 140 ans. 1,5 degré. On a déjà atteint le degré 5 dont on parlait à la COP à Paris, à la COP 21. Et en bas, je vous ai mis la montée du niveau de la mer. Donc vous voyez que l'océan, une date, 19 000 ans, la température est 4 degrés plus basse dans l'océan et dans l'air, et la mer est 125 mètres plus basse. C'est ça que les gens n'ont pas en tête. On parle de centimètres. 125 mètres de différence. Donc voilà, la mer est remontée très vite il y a 12-14 000 ans, ça se réchauffait très vite. Et puis depuis 5 000 ans, elle avait arrêté de remonter. Et là, depuis 25 ans, 30 ans, elle est repartie. Et là, elle monte 4 fois plus vite que pendant les 5 000 dernières années par année, ce qui veut dire qu'en ce moment, on est à 4 mm et demi par an. On était monté de 5 cm durant le XXe siècle. Donc, autre intranquillité, cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer et vous comprendrez le problème pour l'humanité, bien sûr. Paris, bien sûr, Moscou, Chicago, n'empêche que l'immense majorité des grandes villes du monde sont au bord de l'océan. Et sur la suivante, pour rester sur cette question de climat, je vous ai mis une grenouille, une petite grenouille. Elle est trouvée par Charles Darwin, qui fait le tour du monde avec son Beagle, fin 19e. Et à l'époque, vous savez comment on faisait, c'est toujours pareil d'ailleurs, on prenait un animal qu'on ne connaît pas, on le met dans un bocal, on l'envoie dans le musée. Elle est restée à Londres sur des étagères pendant 100 ans. On la retrouve. Tiens, on ne la connaît pas, on va lui donner un nom, comme c'est le grand Darwin qui l'a trouvée. Elle s'appelle Rhinoderma darwini. Elle ne vit que dans les grandes forêts d'Araucaria de Patagonie. Et elle s'en va, ma grenouille, elle s'en va, parce que les arbres s'en vont. On remplace ces gigantesques Araucaria sublimes qui vivent entre 1000 et 3000 ans par des pins et des eucalyptus. Donc voilà un très bel exemple. Climat qui change beaucoup trop vite. Que le climat change, ce n'est pas un souci. C'est qu'il change beaucoup trop vite qui pose problème. Et cette biodiversité qui s'en va. Et sur l'image suivante, c'est une image que j'ai prise au Groenland l'an dernier. J'étais en t-shirt, il faisait 16 degrés au mois d'août. Et là, en ce moment, ça fond comme jamais. Donc vous voyez qu'on a quelques raisons d'être intranquille. Sur la suivante, voilà, ça c'est notre petit virus. Coronavirus. Appelé Codiv-19, parce qu'il est apparu en 2019, quelque part en mois de septembre, un peu plus tôt que ce qu'on avait dit. C'est une chimère, ce virus. C'est-à-dire que, pourquoi il est si infectieux? Parce qu'on ne l'a jamais rencontré. En 50 000 ans, l'humain ne l'a jamais rencontré. C'est un coronavirus clairement de chauve-souris. On a même trouvé l'espèce, c'est un Rhinolophus aphilis, qui ne vit quasi exclusivement qu'en Chine d'ailleurs, qui est à l'origine de ce virus. Mais celui-ci n'est pas le coronavirus classique de ces chauves-souris. Il a changé parce que c'est une chimère avec un autre génome d'un autre virus qui pourrait venir. Alors, le débat est lancé. Notre ami Assanin parle de pangolin, on parle de civette masquée. Rappelez-vous, il y a quelque temps, du MERS, c'était le dromadaire. Sur le Nipah, c'était le cochon. Sur le premier SRAS, c'était la civette masquée, justement. Sur la grippe espagnole, c'était le canard. Donc, c'est vraiment des passages de génome de virus et de virus qui apparaissent sous forme chimère, donc nouveaux, contre lesquels on n'est pas préparé à les rencontrer. Ils apparaissent parce qu'on met ces animaux sauvages et animaux domestiques dans une effroyable promiscuité sur des marchés, comme par exemple celui de Wuhan en Chine, dont est partie l'épidémie. Alors, juste une remarque là-dessus.
coronavirus, il a 15 gènes. 15. Nous, on en a 29 000. Voilà. Comment 15 petits gènes, vieux comme l'histoire de l'humanité. Hein. Ces virus sont, pas celui-là, mais les virus dans leur ensemble sont des parasites, donc très opportunistes, tout petits. Ils s'attaquent à tout ce qui est vivant. Et donc, ils sont là depuis les origines de la vie, en fait. Hein. Et comment ils arrivent à mettre à genoux nos économies? C'est ça la vraie question sur laquelle on va revenir. Et on verra comment ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration soit un outil absolument indispensable pour avancer là-dessus. On va passer à la suivante. Alors, pourquoi est-on intranquille? Ben, écoutez, première question, je le disais souvent, est-ce que je vais manger ce matin? Qu'est-ce que se demandait Lucie il y a 3,2 millions d'années dans son Est africain? Ou alors, est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui par un lion? C'est vrai que tout ça est extrêmement intéressant qu'on y réfléchisse. Les causes de l'intranquillité. Les questions environnementales, vous les connaissez, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus. Bien sûr, l'eau en premier plan, l'énergie, la biodiversité, on va en parler beaucoup. Le climat, les pollutions. Comment est-on passé du feu à l'énergie nucléaire, en passant par toutes ces révolutions technologiques actuelles, biotech, numérique, nanotech, robotique, dans un contexte général de démographie galopante et de ressources qui s'en vont. Voilà, le débat, il est là. Alors moi, j'aime bien que les gens me disent, moi je suis sceptique, oui, je ne sais pas trop, est-ce que l'humain est aussi impactant? Moi, je veux bien, simplement, je vous donne là, non pas des opinions, je vous donne des faits scientifiques avérés. Hein, on est passé de un peu plus de 2 milliards d'humains en 1945 à 8, on arrive à 8, 7, 9. Voilà, on a quadruplé la population humaine sur 70 ans, c'est une vraie préoccupation. Et les ressources, bah, effectivement, elles ne s'épuisent pas toutes, mais elles diminuent pour les ressources minérales. Et quant aux ressources vivantes qui sont géniales, puisqu'elles sont basées sur la vie, donc sur la reproductibilité, sur la reproduction, comme on dépasse ces seuils chaque année, ben on finit par les exploiter comme une ressource en fait minérale. En fait, hein. On ne leur laisse pas le temps ou le nombre d'individus dans les reproducteurs pour continuer à alimenter le système. Et je vous ai mis 4 images de vivants terrestres en bas, des bactéries. Nous sommes d'abord une planète bactéries. Je rappelle qu'un corps humain, c'est largement autant de bactéries que de cellules humaines. Je vous ai mis des protistes. Là, j'ai choisi des dinoflagellés marins après l'expédition Tara-Océan, des petites microalgues de l'océan, grosses cellules à noyaux, comme les levures. Je vous ai mis des végétaux, des champignons et puis des lichens au milieu, donc qui sont des êtres vivants qui se régénèrent après une éruption volcanique, hein, ici à l'île de la Réunion. Ça se refroidit, bah, le vivant se réinstalle. Et je vous ai mis un animal que j'aime beaucoup à droite, c'est le petit tardigrade, qui est extrêmement intéressant et performant dans ses capacités adaptatives. Et juste au-dessus, une maxime de nos amis Ehrlich, monsieur et madame Ehrlich, qui nous disent « Est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations ?» Voilà, le débat est lancé. Et le Covid-19, on va y revenir, nous met l'accent sur justement cette question d'urgence du système. Dernière image. Voilà, notre crise qu'on a vécue juste avant le Covid. Alors je me dis, imaginez cela au moment, ça a démarré en octobre, ouais, début novembre, ça s'est pas vraiment terminé, ça s'est terminé avec le Covid, hein. Mais imaginez un confinement en pleine canicule, imaginez ces mouvements sociaux, en même temps, compliquer la situation, hein. Et là, on ne peut pas ne pas répondre à cela. Il y a un mal-être général. Et je clorais cette image avec Edgar Morin, que vous savez bien, qui est mon maître à penser, qui disait récemment au président de la République, il disait, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne comme ça, en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne. Et ouvrez vos médias en ce moment, vous verrez les gourous qu'on a partout. Écoutez ce qu'on dit aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie, en Italie. Donc la question est vraiment essentielle. Et là, si on ne prend pas les mesures sociales qu'il faut avant de mettre en place des mesures environnementales ou des taxes environnementales, ça ne marchera pas. Et alors là, on est dans un paradoxe fabuleux. Ces gens-là entrent en conflit parce qu'on augmente le prix du gasoil. Pendant la crise, là, le gasoil est tombé à des prix négatifs, pas à la pompe. Mais en réel, sur le marché international, le baril de pétrole valait moins 20. Voilà. Devant des inepties comme ça, des économies comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Comment réconcilier l'écologie, la nature avec nos économies? C'est absolument essentiel. Hein. J'ai un ami américain qui payait son gallon de gasoil il y a quelques semaines, 18 centimes de dollars. Donc vous voyez un peu, il y a vraiment un problème très grave chez nous. La machine ne marche pas. Alors c'est quoi le vivant? Une goutte d'eau de mer. Voilà, je vous ai mis une goutte d'eau de mer après Tara Océan. Des centaines de milliers de microalgues.
des millions de bactéries et des milliards de virus, c'est ça. Et ça fait 98% de la biomasse de l'océan. Donc l'océan, c'est d'abord ça. Les poissons, les baleines, c'est que 2% de ce qui vit dans l'océan. Et ça, on l'a complètement oublié. Donc vous imaginez toutes les bêtises qu'on a pu dire sur l'océan. On ne peut pas s'intéresser aux vivants sans regarder ces micro-organismes. Donc l'océan, aujourd'hui, dans nos connaissances, c'est 13% des espèces connues. Sur la suivante, non, la suivante encore, je vous mets un sol. Je vais prendre que 3 écosystèmes. Hein. Un bout d'océan, un bout de sol. On verra le troisième tout à l'heure. Alors un sol, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, c'est 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare. Ce sont des acariens, ce sont des nématodes, ce sont des collemboles, ce sont des tardigrades. C'est tout ça, ce sont des lombriques. C'est tout ça, effectivement, le vivant d'un sol. Rien que les sols contiennent 2 fois plus d'espèces connues que dans tout l'océan. Vous voyez l'importance des sols. Et là, on revient, bien sûr, à la grande question actuelle, une des plus grandes pour moi, hein, c'est l'agriculture. Hein. Il y a eu des humains sans agriculture, il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Et moi, je me bats très fort pour redorer le blason de l'agriculture quand elle est intelligente et qu'elle est faite de l'agroécologie. Ça veut dire que sans elle, ça ne marchera pas. Et heureusement qu'ils ont été là, heureusement que les médecins ont été là, heureusement que nos soignants divers et variés ont été là, heureusement que nos paysans ont été là, heureusement que nos transporteurs ont été là. Et dans ces métiers, c'est 90% de femmes. Hein. Les caissières de supermarché, c'est là que... Et les femmes ont vécu très très mal ce confinement. Hein. Ça a révélé des choses absolument horribles du comportement du mal humain qui a amené à des situations pas possibles. Les femmes ont beaucoup plus envie de déconfiner que les garçons. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où un conseil scientifique était fait de médecins, en l'occurrence ici, celui du président Macron, et moi je ne l'aurais jamais fait comme ça, qui est des médecins évidemment. Vous ne croyez pas qu'il manquait un vétérinaire? C'est une maladie animale qu'on a récupérée là. Qu'il manquait un écologue, qu'il manquait un sociologue, qu'il manquait un philosophe. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment. Et troisième écosystème et dernier, alors ça, moi je rajoute là-dessus que l'agriculture moderne, elle a tué la moitié de nos sols. Donc c'est un premier défi de l'humain, avant tout le reste, avant de refaire voler les avions, ramener de la vie dans nos sols. Et là on pourra alimenter 8 milliards d'humains. La suivante. Voilà, dernier écosystème, ça c'est le tube digestif intestin d'un bébé humain à la naissance, qui est pratiquement vide de bactéries. Vous voyez les bactéries du tractus de la maman, là, de son utérus, qui au moment de la naissance du bébé, ça se produit au moment de la rupture de la poche des os, vont aller féconder ce bébé. Un bébé, il met 2 ans à stabiliser sa flore. Et je vous ai mis donc les travaux de Tara Océan à droite, vous avez le Science, où il sort 5 papiers en mai 2015. Le voilier lui-même, Tara, je vous ai mis en bas à gauche des microalgues marines, donc des protistes. Et puis je vous ai mis en haut à gauche 3 ronds, un rouge, un gris, un bleu. Le bleu, c'est la séquence de microalgues de l'océan, l'ADN de microalgues. En rouge, du bébé humain. Et en gris, ben, c'est la nôtre, ce qui veut dire que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a un bon tiers de gènes en commun entre un humain et puis les microalgues de l'océan. Donc on vient du même moule, on est fait d'eau, on est fait de cellules, et ça on l'a complètement oublié bien sûr. Hein. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. Et en bas, je vous ai mis cette image que vous connaissez si vous m'avez déjà écouté, c'est les petits acariens. Hein. Dans un lit humain, parce qu'on y a dormi cette nuit, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens. Et ça, c'est la relation évidente entre l'humain et le vivant. Hein, le biomimétisme fait l'étude du vivant pour résoudre nos problèmes, bien sûr. Hein. Mais c'est ça, c'est en fait comment aller chercher chez tous les êtres vivants des solutions à nos problèmes et à nos questions qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est absolument essentiel. La suivante. Alors voilà, ça c'est un petit peu le résumé de tout ça. C'est 2 livres très chouettes qui sont sortis, c'est pas moi qui les ai écrits, donc je peux le dire. 2018 et 2019. Le premier, Jamais seul, de Marc-André Sellos. Il nous montre ce qu'est un arbre. De quoi est fait un arbre? C'est comme pour mon océan tout à l'heure. Hein. L'énorme majorité du vivant, ce sont des micro-organismes du sol qui entretiennent ses racines. On voit les branches, les racines, on voit le tronc, mais c'est beaucoup plus que ça. On n'est jamais seul. Et au-dessus, ça travaille de Éric Batteste, qui est très beau, c'est Tous entrelacés, où il montre comment dans un corps humain, c'est le dialogue entre nos hôtes que l'on a en symbiose au sein de nous-mêmes, nos bactéries, nos micro-organismes divers, et nos cellules humaines ne marchent pas, c'est la catastrophe. Et ça, on le voit très bien au niveau du Covid. Qui est-ce qui tue, le Covid? Regardez, c'est très intéressant. Il tue des gens en détresse physiologique. 84% sont des gens en surcharge pondérale, des obèses. Les 3/4 sont hypertendus.
Les 3/4 sont en diabète de type 2. C'est intéressant. Et des personnes âgées, dont l'immunité a beaucoup baissé. En fait, il cible des gens qui physiologiquement sont faibles, en fait. Et c'est là qu'il nous alerte encore un petit peu plus. Il dit, pour l'instant, je m'attaque à ces populations-là. Mais si on ne change pas, demain, on en aura un autre coronavirus, ou un autre. Imaginez s'il s'attaque aux jeunes, ce qui se passera. C'est pour ça que là, on est sur une situation, il faut vraiment, vraiment qu'on utilise ce Covid comme un électrochoc collectif pour changer. Qu'est-ce qu'on mange? Ce qui est sur la table. Si j'enlève le nickel des couverts ici, le verre des bouteilles, là, on ne mange que du biologique et on ne coopère qu'avec du biologique. Et je vous ai mis une vache en bas. Animaux domestiques, 1,3 milliard de vaches. Et on a aussi aujourd'hui 23 milliards de poulets. Ce n'est plus ça. La suivante. Voilà quels sont nos problèmes aujourd'hui. Productivisme agricole, on peut changer. Eau, on peut changer. La pêche, on peut changer. La forêt qui s'en va, on peut changer. Le vivant qui s'en va, on peut changer. Et la pollution, on peut changer. Ces 6 points-là sont vraiment résolvables avec de la volonté du peuple, de tout le monde, du monde politique. On peut faire beaucoup mieux. On sait faire. On sait comment produire en agroécologie intensive largement de quoi nourrir toute la planète, sans détruire la vie dans les sols. Il faut ramener, on l'a vu, de la vie dans les sols et de la matière organique, évidemment. Et même, dans ce cas-là, l'agriculture jouera un rôle de capteur de CO2 et réduira les effets du changement climatique. La pêche, pêcher c'est bien, surpêcher c'est stupide, tout est à l'avenant. Et la pollution, bien sûr, c'est le mal depuis 2-3 siècles. On contamine partout là où on est. L'homme contamine des zones où il n'est pas. Le seul où c'est trop tard, c'est le climat. Il fallait s'en occuper avant. J'en ai pas occupé. Donc aujourd'hui, on rame pour 2 choses. 1, diminuer l'impact qui se produit, réduire la vitesse du changement. Et deuxièmement, adapter les populations humaines au changement. Ça, c'est un vrai défi qui nous attend. Et il a été un petit peu caché par la crise du Covid-19, mais il est là, bien sûr, le changement climatique. Vous avez vu les canicules en ce moment en Europe de l'Est. La suivante. Voilà, bon, ça je passe rapidement, vous les connaissez tous, c'est l'effondrement du vivant. Je pense que Philippe Brancola a dû vous en parler. On perd 30% de nos oiseaux en 15 ans en France. En Allemagne et en France, les 3/4 des insectes qui volent en 27 ans. Les oiseaux sont partis en Allemagne, même ceux qu'on aime. Travail de Franck Courchamp sur les tigres ou les lions, on n'est même pas fichu de les garder. Les éléphants, on a tué la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes. Dites-moi pourquoi? Et là, j'insiste, c'est des mecs, c'est pas les femmes qui font ça. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes sur la Terre. C'est pas elles qui tuent les girafes, les éléphants et les hippopotames. Ce sont les mecs. Donc, il y a vraiment des choses à regarder de très près. Et sur les insectes, il est clair qu'ils sont tués par les pesticides, insecticides et les saletés chimiques qu'on met sur nos cultures. Ces produits tuent effectivement les insectes. Et sans insectes, il n'y a pas d'oiseaux. Donc, vous voyez que tout se tient, évidemment. Et demain, il n'y aura plus d'agriculture. Là, je vous ai mis une perdrix. Les chasseurs se plaignent à juste titre, il n'y a plus de perdrix. Il y aura des perdrix quand on arrêtera de mettre des saletés sur les champs. Donc voilà le résumé de tout ça, qui est le graphe le plus terrible que je vous montre ce matin, qui me fait le plus de mal. C'est un travail qui a été fait il y a 2 ans, qui vous montre chez les vertébrés, donc des poissons aux mammifères, envers le sauvage, depuis 10 000 ans, le moment où l'humain s'arrête et invente l'agriculture, la courbe verte ne fait que baisser, des histogrammes. Ce qui fait dire à Franck Courchamp, d'ailleurs, que si on continue comme ça, en 2050, le seul gros animal qui restera au monde, ça sera la vache. Tous les autres seront partis. Donc, vraie question qui est vraiment posée, bien évidemment, à l'extrême. Alors, en bleu, les animaux domestiques, les chiens, les chats, c'est gros problème. Les chevaux, les cochons, les poulets, tout ça, c'est évidemment quelque chose qui est très préoccupant. Et en rouge, les humains. Donc, je vous ai dit, on a multiplié quand même par 4 la population humaine sur un temps très court. Donc, voilà aujourd'hui l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on fait? La biodiversité est en danger. Donc, on en a parlé rapidement. On détruit et on pollue. On dissémine tout partout. On surexploite. Et le climat qui change n'arrange pas les choses. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer cela? Alors, il y a deux choses à ce niveau-là. 1, gardons-la avec nous, la biodiversité, parce que si on veut faire du biomimétisme et de la biorespiration, il faut du vivant pour faire ça. Il faut aller chercher des mécanismes, des incroyables ingéniosités dans les systèmes vivants pour qu'on puisse quelque part s'en inspirer.
Et puis deuxièmement, évidemment, s'ils partent, je ne sais pas ce qu'on va manger demain, je ne sais pas demain avec qui on va coopérer. Je vous rappelle que si le dialogue va mal entre nos bactéries intestinales et nos cellules humaines, c'est l'autisme, c'est Alzheimer, c'est beaucoup de pathologies qui sont extrêmement importantes. Et encore une fois, on vient au Covid qui vise des gens qui déjà au départ sont en mauvais dialogue entre leurs bactéries et leurs cellules humaines. Et ça, c'est là, il y a deux raisons, la malbouffe, bien sûr, et puis l'excès d'usage des antibiotiques. Oui, la suivante. Voilà, on a mis en place, comme on avait mis IPCC, le GIEC pour le climat, eh bien, on a mis en place IPBES, qui est un organisme international qui a pour mission d'observer la biodiversité et les vivants et de mettre en évidence dans quel état elle se trouve en permanence. On avait fait un gros rapport en 2005 qui s'appelait Millennium Ecosystem Assessment. Et là, l'an dernier, c'était le 6 mai 2019, il y a juste un an, l'IPBES publiait à Paris, à l'UNESCO à Paris, donc son résultat où il montrait qu'à partir de 15 000 références scientifiques, le travail de 400 experts, eh bien, on était en train de faire partir largement plus d'1 million d'espèces, très rapidement. Et il montrait une chose intéressante qui m'a beaucoup plu, c'est que dans les lieux du monde qui sont gérés par les populations autochtones, c'est mieux. Donc on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pour ça, il faut retrouver bien sûr un respect pour le vivant, une harmonie avec ce vivant qu'on a perdu. Comment on communique là-dessus? Le suivant, ouais. Voilà, donc ça, je vous l'avais montré aussi à Paris en septembre. 15 000 chercheurs qui disent il y a maintenant 2 ans et demi, il sera bientôt trop tard si on ne fait rien. Le travail en 2001 qui va amener le terme de anthropocène, donc la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de changement c'est l'humain. Et puis là, c'est la suite à juste un an maintenant, il y a juste un an jour pour jour, le Monde sort ce papier, il n'est pas trop tard pour agir, parce que c'est vrai, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, mais il faut se dépêcher. Et le président Macron, fraîchement élu en décembre 2017, depuis quelques mois, qui va dire au grand sommet de la planète, nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? De vraies questions. Et qu'est-ce qu'on va faire après la crise que l'on vit à l'heure actuelle? La suivante. Donc l'agriculture, très importante. On en parlait l'autre jour avec Kalina. Pour moi, c'est un des secteurs, certainement, où on a le plus à gagner, un des, pas le seul, au niveau du biomimétisme et de la bioinspiration. L'agriculture, c'est l'usage de sols non détruits, sinon on va faire de la chimie et de la physique, ça n'a plus rien à voir, pour pouvoir alimenter ces humains dans des bonnes conditions. 9 milliards d'humains demain, oui, on fait défiler là. Produire plus sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, c'est un vrai défi pour le monde paysan. Donc il nous faut une agroécologie intensive. On ne peut pas augmenter sans arrêt les surfaces agricoles, sinon demain on n'aura plus qu'un énorme agrosystème. Ne pas gaspiller l'eau, on l'a vu, c'est essentiel. Arrêter pesticides et insecticides dangereux, diminuer les engrais, produire des produits sains qui n'empoisonnent pas le consommateur. Ne pas détruire la biodiversité, en tirer parti. Faire de la polyculture. Il n'y a jamais de monoculture dans la nature. Il y a toujours plusieurs plantes qui poussent dans un endroit. Et surtout pour moi, l'essentiel avec le monde agricole, ça commence à prendre. Moi, je suis confiant. Ramener de la vie dans les sols. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains si on ne ramène pas de la vie dans les sols et en même temps de la matière organique. Et qu'on contribue comme ça à récupérer le CO2 produit par les activités industrielles. De vrais programmes de recherche. Et là, il y a un grand projet aujourd'hui qui est effectivement que l'agriculture, en dehors de son rôle de fourniture d'alimentation à l'humanité, joue ce rôle de régulation du climat. On peut imaginer demain, si elle est bien pensée, capter l'équivalent du CO2 que l'on émet, ce qui changera bien sûr beaucoup de choses sur le changement climatique. La suivante. Des coquelicots. Nous voulons des coquelicots. C'est le symbole du système. Quand vous avez un coquelicot, en dehors du brin de poésie qu'il apporte, eh bien, il apporte de l'espoir et du bonheur parce que ça veut dire que tout n'est pas mort en dessous. Mais quand vous faites 300 km en voiture sans en voir un seul, vous pouvez poser des questions. Ça, c'est aussi du biomimétisme comme indicateur du milieu. Bon, voilà, l'océan, c'est pareil. L'océan, on ne peut pas le détruire, mais voilà ce qu'on fait du littoral de l'océan. Vous voyez un petit peu. Ensuite, la suivante, oui. L'océan, voilà, de très beaux écosystèmes océaniques, du corail, on en a parlé, des herbiers, de la mangrove, de la mer profonde. Et sur la suivante, chez moi, à Bagnous, une plongée, voilà, 10 minutes, c'est ça aujourd'hui l'océan. Partout où vous allez sur la Terre, c'est comme ça. Cara revient de Méditerranée, c'est l'horreur totale dans les fleuves.
Partout, partout, partout. Voilà ce qu'on a fait notre océan. Alors ça se voit, le plastique. Mais imaginez les métaux lourds, imaginez les perturbateurs endocriniens, imaginez tous les produits issus de l'agriculture, des poisons divers et variés, des poisons industriels, tout ça. L'océan est une poubelle. On ne peut pas continuer comme ça. La suivante. Voilà, je vous ai montré rapidement l'agriculture, l'océan et la ville. Ben, la ville, effectivement, on se trouve dans des villes. Là, je vous ai mis quelques images de Paris, les trams vertes et bleues. Un petit écureuil en haut qui revient en plein centre de Mexico City. 30 millions d'habitants, il y a des écureuils en ville. Je vous ai mis des bactéries, des salmonelles dans des tankers géants de super pétroliers. Je vous ai mis des virus, je vous ai mis des parasites, des punaises ici qui transmettent des maladies très graves au Brésil. Puis le problème de l'artificialisation, hein, les parkings de supermarchés, ça ne sert absolument à rien, on n'en a pas besoin. Et bien voilà ce qu'on fait avec. Hein. C'est complètement imperméable. Quand il pleut, ben, c'est l'inondation complète. Donc vous voyez que tout ça est quand même très important. Qu'on puisse en faire, mais il faut des trous hein, pour que l'eau puisse passer. Et je vous ai mis un aigle photographié en plein Mexico aussi. Donc, dans la ville, refaire de la connexion écologique, bien sûr, intégrer le vivant à la ville, mieux connaître, faire connaître et changer nos systèmes. La suivante. Voilà, le climat, un mot, donc ça c'est les travaux qui sont faits depuis maintenant pas mal de temps. Je vous ai mis à gauche la remontée du niveau de la mer depuis 12 000 ans. Vous voyez, elle est remontée très vite vers 10 000, 8 000. Puis elle s'est arrêtée il y a 5 000 ans et c'est reparti là maintenant. Et là, vous voyez qu'on est avec Thomas Pesquet en bas là, et puis Bertrand Piccard, hein, qui sont aussi des combattants avec nous justement pour essayer de faire qu'on fasse tout pour que ce climat ne change pas trop vite. Sachant que les données du climat sont pratiquement aux 3/4 obtenues grâce aux satellites. La suivante. Voilà, c'est un travail de notre ami Valérie Masson-Delmotte. On laisse faire. Bon, on va prendre 4 degrés d'ici la fin du siècle. Je vous assure qu'il y a des projets aujourd'hui de température largement au-dessus de 50 degrés à Paris en 2045, 2050. Imaginez à Paris 55 degrés et la Seine à sec. Ben, croyez-moi qu'on aura quelques soucis à se faire. Hein. Donc, si on ne veut pas que ça se produise, l'avenir est entre nos mains. Et en bas, elle vous a mis, on agit résolument et peut-être qu'on finira à 2 degrés. À 2 degrés, on risque de perdre le corail déjà. Hein. Donc, c'est extrêmement important. Il y a eu des époques sur la Terre où l'humain n'aurait pas pu vivre. La température était beaucoup plus élevée. Il n'y aurait pas eu d'humain et d'activité humaine. Là, on est à une époque où l'humain a pu s'installer. On l'a vu, hein, l'humain, le sapiens, il a entre 300 000 et 400 000 ans. En Afrique, il est africain. Nous sommes tous africains. C'est nous qui avons éclairci avec le temps. Mais au départ, on est tous noirs, avec des poils partout en plus. Hein. Ça, il faut bien le dire. Et puis, bon, on quitte l'Afrique et on s'installe ailleurs, bien sûr, hein, à partir de proto-humains, de pré-humains. Quand est-ce qu'on passe de ce qu'on appelle effectivement l'anthropoïde à l'humain, c'est compliqué. Mais 7 millions d'années, c'est tout maille. Et puis, les Australopithèques, c'est 3 millions d'années. Et puis, les Néandertaliens, c'est 700 000 ans. Et puis, le Sapiens, 300-400 000. Voilà la suivante. Voilà, donc si on ne fait rien, ben c'est ça. Donc, on va donc clore par ces questions de biomimétique et de biorespiration. Si on ne fait rien face à toutes ces questions-là, on va migrer. Dans le climat qui change, il y a 2 réponses du vivant au climat qui change, la température qui augmente. La première, elle est métabolique. C'est mon travail depuis toujours. Moi, je suis endocrinologue, spécialiste de physiologie environnementale. C'est depuis tout petit garçon mon métier. Comprendre comment le vivant s'adapte à la longueur du jour, à la température, au sel de l'océan, à l'oxygène. C'est ça, le vrai travail, effectivement. Et bien voilà, le vivant réagit toujours quand la température augmente, d'abord par son métabolisme qui augmente, donc il consomme plus d'oxygène. Et puis, bien sûr, ça va amener ça à des problèmes dans l'eau, puisque l'eau, on sait très bien que plus elle est chaude, moins elle a d'oxygène, physiquement, donc ça amène à des problèmes pour la vie aquatique. Métabolisme qui augmente, vitesse de réaction qui augmente. Et la deuxième réponse du vivant à la température, c'est la migration. On n'est plus bien, là, on est mal à l'aise, et bien on s'en va. Vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud. On cherche du plus froid. Et bien c'est ce que vont faire aussi les humains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. C'est le fait que ces humains-là sont trop mal à l'aise. Et quand on me dit, ouais, ils veulent nous envahir, mais ça n'a pas de sens. Je vous assure que les humains de là-bas, quand je suis au Botswana, au Congo, quand je suis au Mozambique, en Bolivie, au Brésil, ou en Inde, ou bien en Thaïlande, ils n'ont pas envie de s'en aller de chez eux. Ils sont comme vous, ils aiment l'endroit où ils habitent. Mais il y a 2 aspects qui sont d'une part, bien sûr, le climat qui change trop vite, et deuxièmement, les guerres
Ils s'en vont. Et c'est là la question est posée, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? La suivante. Voilà un exemple très, très pragmatique. Vous savez, je suis un très grand défenseur des femmes, parce que celles qui trinquent toujours en premier, elles ont trinqué énormément durant le confinement, là. Les enfants aussi d'ailleurs. Hein. Eh bien, on a calculé ici, c'était en novembre 2015, au moment de la COP 21, que le seul changement climatique obligerait les jeunes filles africaines à 40 milliards d'heures de travail en plus, uniquement pour aller chercher de l'eau. Je suppose qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent là. Entrez dans la peau de ces jeunes filles là, elles ont entre 12 et 20 ans. Ce n'est pas les garçons qui font ça, ils ne s'en occupent pas du tout. Elles vont chercher de l'eau à 15 km, une eau de plus en plus rare, de plus en plus souillée, de plus en plus difficile d'accès, avec ces bidons, qui sont des bidons en plastique chinois. 20 fois, je me suis arrêté au bord des routes africaines. Mesurer le volume de ces bidons. 17 litres, les filles. Elles portent 17 kilos. Et bien, quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. Et voilà le premier problème de la démographie. On a une très belle courbe. Plus les filles sont éduquées et vont à l'école, moins elles font de mômes. Ça, c'est très clair, ça. Deuxièmement, elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Personne ne les paye. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et pour terminer, elles font des mauvaises rencontres en route parce que les mecs à 14 ans ont des kalachnikovs. Voilà. Ça, c'est le problème aujourd'hui de ces régions du monde-là. Et on est complètement indifférent à cela. On ne résoudra pas nos questions si on ne prend pas ça aussi en priorité. La suivante. Nos performances, ben voilà, depuis 140 ans dans le monde, on mange 2 fois plus. On est passé de 1500 kilocalories à 3000. C'est beaucoup, hein? On a doublé la consommation alimentaire. On a gagné 15 cm en taille, 30 kg en poids, y compris l'obésité. On a gagné 35 ans en espérance de vie. On a multiplié par 7 les humains. On a multiplié par 10 les rendements agricoles. Donc c'est intéressant tout ça. Il y a des choses qui sont positives et négatives. Est-ce qu'on est tout le temps en capacité d'augmenter ça? Est-ce qu'on va toujours continuer vers un progrès comme celui-là? Et c'est quoi le progrès? La question est lancée. Hein? La suivante. Voilà, ça c'est la durée de vie des humains. Alors d'abord, en rouge sont les femmes. Vous vivez les femmes beaucoup plus longtemps que les garçons. En France, c'est 81 ans la moyenne des garçons, 84 les femmes. À 100 ans, en France, il reste un quart des garçons, 3 quarts de femmes. Et à 110 ans, il n'y a plus un seul garçon en France. Il n'y a que des femmes. Donc ça veut dire qu'il y a une différence, bien évidemment. Alors, on a de plus en plus de centenaires, c'est très très vrai. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait gagné 35 ans d'espérance de vie sur 140 ans. Les femmes gagnaient en gros 3 mois d'espérance de vie par an pendant plus d'un siècle. Ça s'arrête il y a 10 ans. On ne prend plus d'espérance de vie aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui vivent longtemps grâce au progrès de la médecine, mais on n'a pas de gens qui dépassent. Jeanne Calment, 122 ans et 122 jours, c'est le record du monde tel qu'il est connu. 164 jours. Là, je vous ai mis Kane Tanaka, qui est la plus ancienne humaine actuellement aujourd'hui. Dans les 50 derniers records du monde, 48 femmes. La suivante. Voilà, alors on se dit on va continuer à vieillir plus, non. Ici, on a modélisé ici la démographie à gauche, le nombre d'humains. À droite, l'espérance de vie, combien de temps on vit. Et la consommation énergétique. On vit vieux dans les pays qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont les moyens d'offrir ceci. Donc on voit très bien entre 1500 et aujourd'hui qu'on a augmenté l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, on va plutôt aller vers un recul. On ne va pas continuer à vivre 140, 150, 160, 200 ans. Ce n'est pas vrai, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas l'énergie et que surtout, ça nous intéresse aussi qu'on amène des 8 milliards d'humains à ces possibilités-là. Si demain, le but, c'est d'amener 0,001% d'humains riches à vivre très longtemps, ça n'a pas de sens, ça n'a même aucun intérêt. La suivante. Voilà, ça, c'est les taquets que j'exprime souvent. Je vous ai mis 3 records olympiques, le 800 mètres plat en course à pied, le saut en hauteur, en saut, et en lancer, je vous ai mis le lancement du poids. Les femmes à gauche, les hommes à droite, ben vous voyez qu'on est au taquet, hein, on ne va pas augmenter indéfiniment les performances. Et je vous ai mis la durée de vie en bas. On voit très bien Jeanne Calment, ici, hein, qui est décédée il y a 10 ans, ici, là. Bon, ben ça veut dire que, comment on réagit? Regardez la courbe de gauche, chez les filles en rouge. Pourquoi vous expliquez, mesdemoiselles ou mesdames, qu'aucune femme ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986? C'est intéressant, ceci, hein. On shootait des petites filles avec de la méthyltestostérone, organisme d'État en Allemagne de l'Est. Voilà. Si c'est ça effectivement le futur, ben j'espère que je ne serai plus là pour vivre des choses qui sont comme ça. Donc c'est vrai qu'on va terminer par ces questions. Comment la biorespiration peut nous amener justement
à prendre ceci en considération et à réagir. Alors, c'est là que ça va intervenir, et je rebondis sur le travail de Bénus, donc c'est un peu notre Bible initiale. Hein. Ce n'est pas elle qui a inventé le biomimétisme. Ce livre, il a 20 ans, 97, 23 ans, mais elle a je dirais, la gloire, oui, parce que c'est un livre que je trouve très glorieux. Elle a aussi l'intelligence et puis la pertinence de nous montrer que ces approches-là sont extrêmement intéressantes. Elle les hiérarchise, elle les explique. Elle raconte ces différences entre biomimétisme, bio-inspiration, usage d'une inspiration inspired by nature. Et ça relance ce que disait notre ami, vous savez très bien, Léonard de Vinci, qui disait 2 siècles et demi avant, il disait en fait, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Et toutes les questions qui sont listées à gauche, climat, accès à l'eau, gestion des déchets, spatiaux, nucléaires, stockage du CO2, évolution du vivant, quel type de gouvernance, on peut aller chercher des solutions dans la façon dont le vivant a résolu ses problèmes. J'aime beaucoup quand Kalina nous dit souvent, j'aime bien ce terme, elle nous dit, le biomimétisme, c'est presque 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années de R&D, mais bien sûr, évidemment, évidemment. La nature a eu le temps, elle a pris du temps. La nature n'est pas parfaite, je tiens à le dire, je vais vous le montrer. La suivante. Oh, voilà, le problème, il est là, le défi, il est là pour nous en biomimétisme. Hein. Nos écosystèmes sont agressés, donc sont-ils capables de résister? Comment est-on capable de les aider à résister? Parce que vous savez, je le dis souvent, ça fait rigoler, mais n'empêche que les gens l'ont complètement oublié. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Or, on ne parle sans arrêt que de résilience. Il n'y aura pas de résilience si on détruit les écosystèmes. Il n'y aura pas de bio-inspiration, il n'y aura pas de biomimétisme s'il n'y a plus de biodiversité. Donc, gardons-la avec nous. Si le système a subi un trauma, et je vous ai mis une modélisation d'une dépression nerveuse en bas là, c'est pareil pour un écosystème. Hein. On encaisse le coup, le trauma, le choc. Écoutez Boris Cyrulnik, hein, il nous raconte des choses. Il a sorti un très bel ouvrage là, au mois de mars dernier. Eh bien, effectivement, on va résister et après, peut-être qu'on va résilier et revenir à une position ou à une situation qui ressemblera plus ou moins à l'antérieure. C'est le cas des abeilles en ce moment, par exemple, sur Terre, ou des méduses aussi dans l'océan. La suivante. Voilà, donc j'ai moi 2 grands outils à proposer à chaque fois. Les sciences participatives, qui sont liées aussi à la bio-inspiration, c'est d'aller chercher des milliers, des millions de citoyens humains de bonne volonté, des femmes, des hommes, qui nous aident à archiver de la donnée. Et là, c'est un travail qui a été publié par les collègues du Muséum et les collègues de Montpellier il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, où ils nous démontrent que, simplement lié au changement climatique, nos oiseaux ont fait, en 18 ans, c'est très court, hein, 33 km vers le nord et nos papillons 114. Et que demain, pour 1 degré de plus en France, en Europe de l'Ouest ici, ils devront faire 250 km vers le nord. Et la suivante. Voilà, ça c'est le CEBIOS, c'est quand bien sûr, on n'a pas inventé le mimétisme avec le CEBIOS, loin de là, simplement on a essayé, grâce à toutes ces bonnes volontés que j'évoquais tout à l'heure, à organiser ceci dans la pensée, dans l'approche, dans la réflexion, dans la philosophie, après un très beau livre écrit par Robert Barbeau et Jacques Weber en 2010, qui s'appelle « La vie, quelle entreprise ?» S'inspirer des formes du vivant, des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies, ça demande une très grande interdisciplinarité. Pour ça, je disais souvent à Kalina, avec Laura, toutes les autres, hein, Dounia, Juliette, tous ces gens-là, c'est clair qu'il y a une très grande transversalité, il y a une vraie capacité à intégrer des données qui viennent de différents horizons. C'est essentiel. Il nous faut de la vraie recherche fondamentale. Si on l'éteint, ça ne marchera pas. Il nous faut absolument des sciences de l'ingénieur, le vrai ingénieur au sens de ingénieux, et sortir des sentiers battus. Hein, il y a des gens qui savent faire des ponts, on sait faire des ponts depuis longtemps, on se fait des ponts. Mais là, il faut dépasser ce stade-là. Comment on les fait, nos nouveaux ponts? Comment demain on fait du verre? Comment demain on fait du béton armé avec infiniment moins d'énergie pour les produire? Hein. Ce petit, alors c'est pas un scarabée contrairement à ce qu'on dit, c'est un ténébrionide en bas à gauche, c'est mon chouchou. Il vit dans le désert du Namib, et ben il sait faire de l'eau en plein désert. C'est génial, tout est génial dans le biomimétisme. Une petite éponge de Méditerranée qui sait faire du béton armé, une autre qui sait faire du verre. Je vous ai mis aussi cette affiche donc, de ce lancement-là en 2012, décembre 2012. J'ai dit 2011, c'est 2012 tout à l'heure, où là, le CEBIOS prend son essor avec le muséum, cette première, effectivement, réunion au muséum à Paris. Puis, ces inspirations de winglet pour les ailes d'avion. Vous connaissez l'histoire du train, le Shinkansen japonais, avec une double bio-inspiration. Le CX, le coefficient de pénétration dans l'eau et dans l'air, hein, du martin pêcheur, il est dans l'air et dans l'eau, les deux.
Deuxièmement, pour éviter le bruit gigantesque que ça crée, on a un revêtement sur le train inspiré de l'accrochage des plumes de hibou. Parce que le hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. C'est toujours comme ça, en fait. Voilà pourquoi ça marche et c'est génial. Tout ça a amené à des réalisations qui sont extraordinaires. La plus célèbre, c'est la bardane, hein, avec le scratch. Mais là, je laisse mes amis du CEBIOS, ils ont une infinité d'exemples à vous donner. Sur la suivante. Voilà, alors, je vous laisse lire ça. C'est ça la bioinspiration, c'est ça la création du CEBIOS. Hein. C'est une approche. Hein. Toute forme du vivant, n'oublions jamais les micro-organismes, pour faire des matériaux, des procédés, des stratégies au service de l'humain, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleure qualité et à moindre coût. Je ne sais pas, moi je suis chef d'entreprise, je lis ça, je rêve tout de suite. Hein. Je ne fais plus que ça, évidemment, bien sûr. Hein. La suivante, on termine. Alors, c'est un peu mon chouchou, ça, je m'étais inspiré d'un travail d'Olivier Allard en 2014, quand on avait lancé aussi le CEBIOS. La performance d'une petite bestiole, qui est merveilleusement belle, qui est un carnivore incroyable, hein, c'est un chasseur de guerre, hein, la libellule, dans l'eau et dans l'air, eh bien, elle fait des choses incroyables, elle a 9 techniques de vol, elle encaisse des chocs incroyables, 20 millions de battements dans une petite vie d'insecte. Elle a des senseurs, des capteurs de vol inouïs dont rêvent tous les pilotes d'hélicoptères et d'avions. Elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Elle encaisse en accélération 30 fois l'accélération terrestre. C'est fabuleux. Alors, au lieu d'aller détruire les mares, de faire des parkings par-dessus ou de mettre des pesticides dedans, allons voir comment elle fait. Et ça marche depuis 345 millions d'années. La suivante. Voilà, un peu de marin, puisque avec Juliette, c'est ça qu'on a traité récemment. On a fait une petite discussion à Bordeaux, il y a quelques semaines, où là, on crée une petite succursale du CEBIOS en région Nouvelle-Aquitaine, dédiée au biomimétisme qui vient d'espèces marines. Hein. Donc là, les pales d'éoliennes inspirées d'ailerons de baleine, tous les produits cosmétiques qui sortent de l'océan, hein, des surfaces de bâtiments recouvertes de microalgues, le fabuleux travail sur les microalgues marines, sur les protistes, les accrochages sur la cuticule du gardien requin, les céramides ici normaux. Et Marina, on en a parlé tout à l'heure avec ces hémoglobines de sein qu'on récupère chez ces pêcheurs qui sont universels. Et puis un cas merveilleux qui est ici des poisons incroyablement sophistiqués et violents, fulgurants, chez un cône marin. La nature fait des poisons incroyables, mais elle sait les dégrader. C'est ça la différence par rapport à l'humain. Et je vais terminer. Pour terminer le temps que je m'étais fixé, 3/4 d'heure. Donc ça, c'est un travail que le CEBIOS montre souvent. D'ailleurs, j'aimerais bien, j'en profite pour le dire à Kalina, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose peut-être de plus didactique sur ce qu'on fait en France en ce moment, qu'est-ce qu'on a pris là-dedans, pas pris. Donc, c'est inspiré de Bioco en Allemagne. Vous voyez, il y a tous les domaines possibles d'intervention. Alors, bien sûr, on a parlé des formes, des couleurs, on a parlé des surfaces, on a parlé des volumes, on a parlé de biochimie, de structure, artificielle, de robotique, mais on oublie que ça pourrait aussi servir considérablement dans des systèmes de management d'entreprise, la fameuse économie circulaire dont on parle depuis pas mal de temps. Donc, il y a plein d'aspects où ça pourrait se développer. Donc, il y a énormément de possibilités, et c'est un peu ce qu'on vous explique là durant ces sessions organisées par le CEBIOS en ce moment. Je vais finir. Alors, on parle de Garmorin qui nous dit finalement, regardez, il dit la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs, la science, la technique, l'économie et le profit. On sème capitaliste, oui. Puis il nous dit le probable, on en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble, il est assez inquiétant. Hein. On a parlé d'intranquillité. J'aime bien ce terme, il n'est pas trop violent. Je préfère ça. Éco-anxiété, c'est une catastrophe parce que demain, c'est pour ça que je suis contre à fond la collapsologie. Hein. Pour moi, ce n'est pas du tout une solution de réponse. Hein. Au contraire, il faut qu'on se batte considérablement pour que ça ne se produise pas. Et c'est ce que dit Edgar. Dans l'histoire de l'humanité, on a eu plein de choses qui étaient très, très probables. Eh bien, elles ne sont pas produites. Elles ne sont pas produites. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce que fait le CEBIOS, qu'est-ce que fait le biomimétisme? C'est de faire en sorte que ce probable-là qu'on nous promet ne se produise pas. Et pour ça, il faut une vraie métamorphose. Il faut vraiment qu'on change. Si je reviens encore là, justement, au vivant, le vivant, en fait, il a évolué, on a vu, depuis 4000 millions d'années hein, de R&D. Ça veut dire que ce vivant, en fait, sans arrêt, s'est adapté à des modifications extérieures. Mais il n'a jamais réussi à le faire sans changer. Il a changé en permanence. Et nous, on ne change toujours pas. Vous avez écouté les compagnies aériennes ces jours-ci là? Il y a une seule question. Quand est-ce qu'on va revenir à ce qu'on faisait avant? Eh bien non, c'est fini. On ne reviendra pas à 120 000 avions par jour, c'est tout.
Et c'est là qu'il y a un vrai combat très fort. Il faut qu'on soit extrêmement percutant, quitte à être agressif là-dessus. C'est pas possible. Le low cost en matière d'alimentation, c'est une énorme erreur. Quand on paiera décemment notre monde agricole, leurs produits dont on a besoin, un peu plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui, on est le reflet de ce qu'on mange, c'est tellement plus important que le reste, on arrêtera les pesticides. Il y a plein d'aspects là-dessus. Donc c'est là que qui paye justement le low cost en matière de transport aérien? On ne peut pas vendre des billets à 20 € pour aller à l'autre bout de la planète, c'est pas possible. Donc c'est là que, comme disait Edgar Morin, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et je vais finir sur les avantages du vivant et conclure sur le Covid. Hein. Le vivant, c'est ce qu'on dit toujours au CEBIOS, il innove depuis toujours. C'est pour ça qu'il a été capable de s'adapter en permanence. Il invente des trucs qui ne servent à rien sur le moment, et puis ça va se révéler payant au bout d'un certain temps. On appelle ça souvent des blind ullies en évolution, des allées aveugles. Par exemple, les énormes mandibules de cerf-volant, c'est un problème. Hein. Il vaudrait mieux qu'elles soient bien plus petites. Les femelles qui ont des plus petites se débrouillent beaucoup mieux que les mâles, par exemple. Donc, on revient en arrière. L'innovation est pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Et ce n'est pas ce qu'on fait du tout. Hein. Quand je vois qu'on invente des traitements antibiotiques en ce moment à 1,5 million € le traitement, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce n'est pas pour sauver 0,01% de la population humaine. Trouvons d'autres produits. D'abord, travaillons infiniment plus, comme le fait le vivant, sur l'approche très claire. Les gens ne sont pas malades. Plutôt qu'attendre qu'ils soient malades pour traiter quand ils sont malades. Qu'on traite des gens malades, ben évidemment, les progrès de la médecine expliquent les performances que j'évoquais tout à l'heure. Mais quand on voit ce que le Covid a ciblé, là, c'est intéressant. Hein. Ces gens-là, s'ils vivaient correctement, s'ils avaient un respect d'eux-mêmes, ne seraient pas gros, hein, ne seraient pas pleins de malbouffe, ne seraient pas avec des bactéries délirantes dans leur tube digestif, hein, et feraient un peu de sport. C'est tellement important. On a oublié. Tout ça, en fait, c'est du bon sens. Hein. Donc, la nature est capable de faire ça avec on a vu la libellule, hein, une économie d'énergie incroyable. Elle vole à 100 km/h avec 2 watts, ma libellule. Et surtout, on l'a vu aussi que la nature fait des poisons horribles. On a parlé du venin de cône tout à l'heure, mais elle a toujours un acheteur pour ses déchets, la nature. Quand une vache fait une bouse, il y a des scarabées qui viennent manger la bouse, ça c'est clair. Hein. Ben, ça, on l'a oublié. Nous, on a inventé 100 000 produits chimiques depuis 1950 dont on ne sait pas se débarrasser. Et dont, malheureusement pour nous, parce qu'on n'y a pas réfléchi, la nature non plus ne sait pas s'en débarrasser. Et ça, jamais, jamais, jamais le vivant aurait fait des choses comme ça, en fait. Il se serait auto-empoisonné depuis très longtemps. Donc la conclusion est très claire. Hein. Stopper une économie stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent, comme on l'a fait là, en détruisant ou surexploitant la nature. On ne peut pas continuer à gagner de l'argent en la détruisant, notre capital. C'est pour ça qu'il ne faut pas 120 000 avions par jour. Je ne suis pas contre les avions, mais pas à ce niveau-là. Idem au niveau agricole. Farouche défenseur du monde agricole et du monde des paysans. Le terme paysan est infiniment plus noble qu'exploitant agricole, on est bien d'accord. Hein. On ne fera pas tout en bio non plus. Il y a plein d'autres techniques qui marchent très bien. Mais en tout cas, on arrête la chimie de synthèse qui a amené à empoisonner les sols. Et bien sûr, si ça empoisonne les sols, ça empoisonne aussi les humains, parce qu'on ne tient pas compte des effets sur la santé publique. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec le chlordécone en Martinique. Les cancers de la prostate ont explosé, en fait. Tout ça pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane. Donc, je conclue là-dessus en vous disant que le petit Covid, là, devrait être pour moi, j'espère, mais je suis encore un gros naïf, hein. Les biologistes sont souvent comme ça, l'électrochoc collectif dont on a besoin. Pour surtout, et là je répondrai au président Macron qui nous disait le 16 mars dernier, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Eh bien, je croise les doigts, je l'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, hein, de tout mon cerveau. J'en suis pas convaincu quand j'écoute effectivement les réactions de certains aujourd'hui. Et puis je termine aussi sur une chose fondamentale, on a parlé des femmes un petit peu, on ne pourra pas mettre le monde en marche sans un rôle beaucoup plus important de la moitié de l'humanité que sont les femmes. Si on continue à les traiter comme on les traite aujourd'hui, là, ça ne marchera pas. Et ça aussi, c'est un problème d'écologie. En biomimétisme, il n'y a pas d'espèce où un genre comme ça est nié par l'autre. Ça ne marche pas. Merci pour votre attention.